Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille pour la troisième fois Alexandre Bortolotti, qui est le fondateur de WP Marmite, un site qui vous apprend comment créer des sites WordPress et qui propose des formations sur le même sujet. La raison pour laquelle j'invite Alex pour la troisième fois, c'est parce que je me suis mis une mission. Cette mission, c'est de combattre ce côté un peu cliché du milieu de l'entrepreneuriat où vous avez des gens qui sortent de nulle part, qui ont une success story et en fait, il y a 2 jours, vous n'avez pas entendu parler d'eux et tout d'un coup, ils ont réussi tout et c'est des génies. J'ai invité Alex pour la première fois en 2016, pour la deuxième fois en 2018 et maintenant la troisième fois, on est en 2020. Donc vous voyez que tous les 2 ans, je leur invite pour suivre son parcours, suivre ce qui marche pour lui, ce qui ne marche pas pour lui, les difficultés qu'il a, le fait que monter un business sur le web et faire quelque chose de gros, ça prend vraiment du temps, ça prend des années et des années. Mais si vous avez juste la personne, une fois qu'elle a déjà réussi, une fois qu'elle a passé 8 ans à construire son truc, c'est plus difficile de visualiser ce parcours parce que même vous, en tant qu'humain, quand vous repensez à vos 8 ans, vous n'avez pas tous les souvenirs, vous n'avez pas toutes les mémoires de toutes les difficultés, de tout le temps que ça vous a pris, de toute la frustration que vous avez traversée. Et en suivant ces entrepreneurs en temps réel tous les 2 ans, eh bien on découvre qu'effectivement ça prend du temps, mais il y a des progrès qui sont faits, il y a des choses qui sont apprises. Donc ce qui a changé par rapport à la dernière fois pour Alex, ça va être 3 choses. La première chose, c'est qu'il a recruté son premier employé à plein temps. Il passe d'une équipe qui est en partie des freelances qui font des tâches spécifiques à une salariée à plein temps. Et on va discuter du pourquoi est-ce qu'il a fait cette décision et à quel moment est-ce que cette décision, elle se pose dans un business. On va parler beaucoup de la gestion d'équipe et de comment est-ce que Alex a réussi à tenir le jeu sur la durée avec son business qui est basé sur un blog grâce à son équipe, grâce à ces fameux freelances qui vont travailler avec lui. Comment est-ce qu'il découpe les tâches, comment est-ce qu'il manage tout ça, comment est-ce qu'il gère ses équipes et comment est-ce qu'on peut faire pour créer du contenu et déléguer la création de contenu à toute une équipe sans perdre en qualité et en gardant la petite patte, la petite âme qui a fait le succès du blog à l'origine. Finalement, on va parler du lancement du site d'Alex en anglais. À quel moment est-ce que quelqu'un qui a du succès sur le marché francophone devrait se lancer en anglais? À quel moment est-ce que c'est intéressant d'y réfléchir? Comment faire? Quels sont les moyens à mettre en place? Combien de temps est-ce que ça va lui prendre, à son avis, de percer sur le marché anglophone? Quel est son calcul de retour sur investissement au niveau de ce genre de mission? Et peut-être qu'est-ce que Marketing Mania, je pourrais en apprendre pour le lancement de mon propre site en anglais si un jour décidé de le faire. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Alexandre Bortolotti. Salut Alex et bienvenue pour la 3e fois sur le podcast. Salut Stan, merci pour cette 3e invitation. Comme tu m'as dit, je crois que je fais partie des premiers où je suis le premier à revenir 3 fois. Donc je suis honoré. Et c'est vrai que c'est le premier à revenir 3 fois. Premier épisode en février 2016. C'était il y a quasiment 4 ans et demi. Non, d'ailleurs, un peu plus de 4 ans et demi du coup. Toi, ça fait quasiment 10 ans que tu bosses sur WP Marmite. C'est quoi ton recul aujourd'hui sur autant de temps passé sur ce projet? Quelle question. Ouais, c'est vrai que 10 ans, ça fera 10 ans en février 2021. Ouais, 10 ans. On dit souvent ça, tu sais, quand tu regardes des vidéos d'inspiration ou d'entrepreneurs. Ouais, il faut mettre 10 ans avant que ça commence à donner des résultats et tout ça. Et effectivement, 10 ans, c'est passé super vite. Mais que de chemin parcouru depuis quand j'étais un tout petit blogueur qui faisait des articles pourris, tu vois. Et maintenant, j'ai vraiment acquis une expertise, tout simplement. Le fait d'avancer, de progresser, d'avoir de plus en plus de trafic, d'aider de plus en plus de gens. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de compétences, ça vraiment... j'ai vraiment acquis une sensibilité déjà au niveau du contenu. Là, c'est hier, je relisais un article. Alors, j'ai des gens qui sont dans mon équipe qui relisent un petit peu les articles aussi, mais bon, je me suis dit, vas-y, je vais en relire un. Et j'ai trouvé plein de trucs, ça allait pas, c'était pas bien organisé. Et j'ai vraiment acquis une sensibilité en termes de contenu et aussi d'exigence à avoir, que ce soit du contenu texte ou du contenu vidéo ou de la formation. Quand même, que de chemin parcouru depuis que j'ai quitté l'école, que j'ai tout lâché pour me lancer. Et depuis que tu as commencé, tous les ans, tu as fait de meilleure année que l'année précédente? Ouais, des fois ça n'a pas forcément toujours explosé, tu vois, mais il y a eu quand même des paliers. Et puis alors, il y a eu un petit creux à un moment, mais l'année était quand même, on va dire, stable par rapport à la précédente, quand mon trafic s'était écroulé en 2014, je crois. Mais du coup, j'ai quand même réussi à bien progresser chaque année, donc j'ai pas eu de baisse, donc ça c'est cool. Et du coup, tu nous avais partagé qu'en juillet de cette année, juillet 2020, tu avais fait plus du coup que toute l'année 2016. Ouais, c'est ça. Donc voilà,
même voilà, en termes de chiffre d'affaires que de chemin parcouru aussi, parce que bah, maintenant j'ai une équipe aussi qui m'entoure, qui permet de faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, tous ces revenus-là, ça me permet voilà, de réinvestir pour continuer à développer le blog, quoi. Quand on s'était parlé il y a 2 ans, tu avais déjà une équipe d'environ 6 personnes. Ce qui est pas mal, parce que moi à l'époque, je crois qu'on était 2 sur Marketing Mania seulement à l'époque. Donc je me dis, tiens, là il y a de quoi se projeter. Aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine de personnes. Mais ce qui a vraiment changé récemment, c'est que tu as engagé une personne en CDI. Moi, je suis un peu naïf sur ces choses-là parce que n'étant pas exactement dans le système français, c'est quoi exactement la différence entre... C'est quoi la barre du CDI? Qu'est-ce qui a changé quand tu as pris cette personne en CDI et qu'est-ce qui a fait que tu étais prêt à franchir cette barre? Bah déjà, en fait, si tu veux, pourquoi déjà j'ai embauché une personne en CDI? Parce que toutes les personnes en fait, de mon équipe sont en freelance. Donc après, il y en a qui travaillent avec moi plus ou moins longtemps au niveau d'une semaine. Mais des fois, c'est des petites choses juste pour planning édito, on fait un point par semaine, etc. Mais il y a des gens qui rédigent des articles continuellement, qui s'occupent des réseaux sociaux. Donc voilà, chacun intervient un petit peu avec une durée hebdo différente. Mais du coup, là, si tu veux, la dernière fois qu'on s'était parlé, je t'avais parlé du fait que voilà, je voulais créer un monstre, tu vois. Je voulais développer le site vraiment. Et si tu veux, là, un des objectifs, c'est de le lancer à l'international. Donc il faut tout traduire, c'est un boulot de fou. On a commencé un petit peu à faire ça à l'arrache. Ok, on prend de la traduction machine, on l'améliore avec des prestataires, mais ces prestataires-là n'ont pas forcément la sensibilité WordPress, n'ont pas forcément la ligne édito, enfin la sensibilité, la voix du site, la voix du blog. Donc c'était pas terrible, quoi, pour le dire franchement. Et donc il fallait vraiment trouver quelqu'un qui puisse intégrer l'équipe, qui soit là 35 heures par semaine et qui aide à développer le truc vraiment sérieusement, quoi. Parce que bon, c'est bien beau de bidouiller, mais faut être à la hauteur de ses ambitions, quoi. Si on veut vraiment créer une bête de site en anglais, il faut mettre les moyens, il faut qu'il y ait des gens qui soient à plein temps dessus, quoi. Et donc c'était surtout ça qui a motivé cette embauche. La personne que tu as recrutée, du coup, est entièrement focalisée à 100% sur le côté anglophone? Exactement, ouais. Et donc, du coup, après, c'est elle quand fait même 2-3 petites rectifications en anglais, mais voilà, en français, pardon, mais elle s'occupe que de l'anglais, quoi. C'est quand même un risque financier pour toi, du coup, j'imagine, parce que c'est pas un site qui doit encore générer beaucoup d'argent. Alors, le côté anglais, pour l'instant, rapporte 0, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que c'est tous les revenus français, tous les revenus qu'on génère en France qui font que ça permet de financer l'anglais. Et puis, je pense que si on continue de faire notre boulot comme ça, le peu de commentaires qu'on a eu de gens en anglais nous disent waouh, à chaque fois que je vais sur ce site, c'est vraiment top, j'apprends des trucs, c'est bien construit. Donc c'est juste une question de patience à mon avis. On est en train de traduire, on traduit 3 à 4 articles par semaine. Donc on en a, je sais plus combien on en a sur le blog, mais on doit approcher des 200 articles en français. On va pas tout traduire, mais on va traduire ce qui est le plus stratégique et pour que ça se positionne. Et tout doucement, à mon avis, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Et puis après, une fois que tous les articles seront traduits, chaque nouvel article qui arrive chaque semaine, sera aussi traduit. Et puis il y aura le boulot côté communauté, commencer à nouer des relations avec tous les acteurs anglophones pour pouvoir obtenir des liens, se faire connaître et puis vraiment développer le truc, quoi. Faire bouillir la marmite, comme on dit. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment une personne à plein temps qui puisse aussi gérer les newsletters, parce que moi, j'ai mon niveau en anglais, mais il n'est pas forcément idéal pour ce genre de choses à faire. Mais il faut vraiment quelqu'un à plein temps dessus qui puisse s'en occuper. Et puis je peux pas être partout, parce que si je me rajoute des tâches, quoi, moi j'ai que 24 heures, donc au bout d'un moment, il faut déléguer et puis il faut envoyer, quoi. Du coup, tu as une certaine expérience de ces courbes de croissance en SEO. Et je suppose que tu as fait des projections, tu as réfléchi à ça. Quand tu fais tes petits calculs sur ton tableau Excel, après on sait que la réalité c'est toujours une chose différente, mais quand tu fais ton petit calcul, tu te dis ça va prendre combien de temps pour rentabiliser ton investissement sur une personne en CDI sur le côté anglophone? C'est de l'horizon de combien? Franchement, en fait là c'est assez, le trafic est assez stagnant en anglais. Donc je pense qu'il faudra bien 1 an, tu vois. Après, j'ai pas vraiment calculé, mais dans tous les cas, je me dis, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de plan B, tu vois. C'est que je l'ai embauché, au fur et à mesure, des contenus vont être publiés, la mayonnaise va prendre, et je pense qu'en fait, on a une approche un petit peu différente des autres blogs qui sont là un petit peu pour juste caser leur lien d'affiliation. Donc, nous aussi, on va faire de l'affiliation, bien sûr, mais
l'idée, c'est d'arriver à nouer une vraie relation avec les gens et pas juste caser ton article, le placer sur Google, prendre ta commission d'affiliation et puis après, tu t'en fous, tu vois. L'idée, c'est de vraiment créer une vraie relation et de fidéliser les gens qui s'inscrivent à la newsletter. Et puis après, peut-être qu'on proposera des formations en anglais, j'en sais rien, tu vois. Mais ça pourrait être aussi une bonne opportunité de monétiser cette audience-là, cette audience anglophone, quoi. Mais pour l'instant, la première stratégie, c'est l'affiliation et après, on verra, quoi. Du coup, tu as une grande confiance parce que ça peut faire peur de rentrer dans une espèce de trou financier sur un nouveau projet. Même si tu le finances avec les revenus de ton projet existant, ça reste de l'argent qui sort pour rentrer dans un truc qui n'est pas rentable en jour 1. Si tu as eu un autre parcours où tu as commencé avec un blog, etc., tu n'as pas forcément eu l'expérience d'avoir perdu beaucoup d'argent sur un projet avant qu'il marche. C'est-à-dire que tu vois, c'est un projet qui au départ rapportait pas beaucoup d'argent, mais au moins il n'en perdait pas. Tu vois. T'étais pas en mode... C'est ça. Oui, puis j'étais étudiant, j'avais des coûts, j'avais des dépenses vraiment, c'était tranquille, tu vois. Ça décollait pas, si à l'époque ça décollait pas, je sais plus si je te l'avais dit, mais en gros je m'étais donné 1 an quand je me suis lancé à la base, et puis en 1 an, voilà, même si c'était pas le nirvana, tu vois, c'était suffisant, et puis c'était assez pour continuer, tu vois. J'ai pas pris de claque assez forte pour abandonner, tu vois. Donc là, ça va faire pareil, hein, le côté francophone va financer l'anglophone, et puis au final, je le prends comme un tout. Mais c'est vrai que le fait d'investir comme ça, tous les mois, voilà, je vais avoir de l'argent qui va sortir, mais voilà, c'est des graines qu'on plante. Mais je pense qu'à ce niveau-là, paradoxalement, tu as fait le bon choix de faire un engagement financier fort, parce que je pense que l'aspect casse-gueule de ce type de projet, c'est-à-dire des projets qui sont un peu annexes, qui font plus ou moins levier sur ce que tu fais, mais qui vont coûter un peu d'argent pour percer dans un nouveau domaine, en particulier quand il s'agit de s'internationaliser sur de l'anglophone, c'est vraiment risqué de le faire à moitié. Et les gens qui réussissent sont généralement ceux qui vont vraiment le faire sérieusement. Notamment une personne qui est aussi passée 2 fois sur le podcast, qui est Alexandre Cornon. C'est un mec il a probablement un de ceux dans le domaine de la formation qui a fait le meilleur jump de l'un à l'autre. En fait, c'est pas un secret, c'est que le mec, il a été full, il a déménagé aux États-Unis, il a été faire le truc à fond. Et je pense qu'au final, il vaut mieux payer une personne en CDI full-time qui va s'en occuper, qui va vraiment avoir les yeux dessus, que le faire à moitié et dépenser 1 500 € par mois pour traduire tes articles et autres, et le faire à moitié, mais finalement, ça décolle jamais. Et tu te retrouves au bout de 2 ans en disant, est-ce que j'ai envie de continuer à payer 1 500 € par mois pour un truc qui est stagnant? Alors que là, c'était vraiment une personne qui est focus dessus à plein temps et qui a vraiment le cerveau à mettre dessus. Et paradoxalement, le risque est moins. Tu vois, les chances que ta formule se réplique est largement augmentée. C'est ce qu'on faisait en fait au début, tu vois, on était un petit peu en train de bricoler, mais je voyais bien que ça avançait pas avant. Donc, et puis pareil, il faut, voilà, une personne dessus vraiment à plein temps, c'était la meilleure chose à faire. Et voilà, comme a fait Alexandre, que je connais un petit peu, c'est vrai qu'il a vraiment mis les pieds dans le plat. Donc je vais pas partir aux US parce que je suis bien en France, mais puis voilà. Donc, en tout cas voilà, c'est vrai qu'il faut quelqu'un vraiment qui soit dédié. Et puis après, une fois que tous les articles seront traduits, peut-être que cette personne-là pourra s'occuper d'un podcast, donc qui interviewera les acteurs. Donc ça permettra de se faire connaître un à un, boum boum boum, et de sortir des interviews qui soient intéressantes. Enfin voilà, il y a plein de stratégies à mettre en place, mais du coup là, vraiment le premier étage de la fusée, c'est traduire un maximum des contenus du blog, tout ce qui est pertinent, et avoir le process pour que tout ce qu'on sort en français soit traduit en anglais la semaine qui suit, quoi. Parlons un peu de ce process de traduction. Tu avais parlé tout à l'heure de l'idée de commencer à le traduire, je sais pas, avec un Google Translate et ensuite le corriger un peu à la main, ça marchait pas trop. Aujourd'hui, c'est quoi le process qui fonctionne pour toi pour pouvoir le faire de manière assez structurée? Parce que traduire un texte, ça prend énormément de temps. Ça prend finalement plus de temps que de l'écrire quasiment. C'est quoi le process aujourd'hui sur lequel vous avez atterri et est-ce que tu en es satisfait? Alors, ouais, c'est vrai que surtout que surtout que nos articles, en fait, ils font 3-4 000 mots, quoi. C'est pas des trucs de 500 mots, quoi. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué. Et donc, notre process, en fait, c'est un petit peu le même qu'on faisait avant, que je te disais, mais en fait, nous, on passe par un service qui s'appelle DeepL, DeepL.com, qui fait de la trad machine. Donc, ça nous fait une première passe. Et ensuite, Cynthia de notre équipe
relis ça et optimise, parce que des fois ça te fait des traductions littérales, tu vois, genre des expressions françaises, admettons qu'on case, on le prend pas avec le dos de la cuillère, ça va te traduire ça littéralement, tu vois. Donc il faut mettre des trucs équivalents qui correspondent et qui passent vraiment bien en anglais américain pour le coup. Et du coup, on fait une seconde passe, intégration sur le blog, et puis voilà quoi. Et puis aussi, souvent c'est des tutos, donc il faut se retaper toutes les captures d'écran en anglais, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Et puis des fois, il y a des choses aussi, des fois, tu sais, on cale des gifs pour, genre là, il y a un article qu'on a sorti sur les flux RSS. Donc en gros, on donnait le conseil qu'il fallait pas repomper le contenu des autres pour le publier sur son blog. Et du coup, pour illustrer ça, on a mis un gif, tu sais, du dîner de con, c'est bon, on a les droits. Tu vois, donc le fait qu'il fallait avoir les droits pour faire ça, quoi. Et donc ça, on peut pas le caler en anglais parce qu'ils connaissent pas le dîner de con. Alors il y a peut-être eu un remake. Pas fait un remake américain du dîner de con. Peut-être, mais je pense pas que c'est aussi populaire que le dîner de con français, tu vois, en France. Tu vois. Donc il faut qu'on trouve une image, quelque chose sur le droit d'auteur qui puisse faire marrer un petit peu les gens, et tu vois. Donc il y a plein de petites choses comme ça à modifier. Donc des fois, il faut faire un petit peu de recherche, ça prend un petit peu de temps. Mais du coup, je pense qu'en essayant de faire les choses bien comme ça, tôt ou tard, on va se faire remarquer de plus en plus de monde, et ça sera bénéfique sur le long terme. C'est quoi ton implication, toi, sur la partie anglophone personnelle? Là, du coup, c'était vraiment montrer le process, et encore, parce qu'il y avait Éléonore de notre équipe qui a pas mal aidé à former Cynthia, mais moi, vraiment, je lui ai montré un petit peu, je lui ai donné... limite, je lui ai filé les clés, et puis je lui ai dit, voilà comment ça fonctionne, et puis voilà, maintenant tu as totale confiance, tu as la liberté de prendre tes décisions. Bien sûr, si tu as besoin d'aide, je suis là, je me barre pas, je te file pas les clés, je me barre pas, mais voilà, je te donne les clés, je te fais confiance, et puis après tu prends les décisions, et voilà quoi. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai insisté dans le process de recrutement, le fait d'avoir la confiance, de donner la confiance dès le début, pas être là à micromanager ça sert à rien quoi. Donc en plus elle est en télétravail, donc toute mon équipe est en télétravail, donc voilà, je suis pas le diable qui vient sur ton épaule pour te dire fais comme ci, fais comme ça quoi, mais il faut vraiment qu'il y ait une confiance. Et donc pour manifester ça, je lui ai dit voilà, tu vas envoyer la première newsletter en anglais, donc tu la rédiges, tu me la montres, et puis on fait 2-3 ajustements, et voilà, et après hop, boum, on balance. Et pour l'instant il n'y a qu'une trentaine de personnes d'abonnés, tu vois, c'est pas beaucoup, mais au moins voilà, c'était pour vraiment lui prouver qu'elle avait les rênes quoi. Tu l'entends ça? C'est dingue. Le mec qui était tout à l'heure devant ma fenêtre se met à taper des trucs. C'est toujours le jour où je fais le podcast. Il va péter ta fenêtre dans 10 minutes. Il est en train d'exploser ma fenêtre. Il est en train de faire un trou dans mon mur. Et je vois sa hache qui fait un trou scandaleux. Il va venir dans le podcast. Il va participer. Ça sera un troisième invité. Ça sera sa première participation pour le coup. Sur une personne comme ça que tu vas recruter sur un projet de ce type, si elle a une grande autonomie, à quelle fréquence est-ce que tu vas lui parler? Comment est-ce que tu organises ton système de management, toi, en termes de tu as X personnes à gérer? Comment est-ce que tu organises ton système en termes de faire les feedbacks, faire les retours, que les gens sentent qu'ils ont une autonomie, mais aussi qu'ils se sentent accompagnés et pas complètement laissés à eux-mêmes? Tu vois, c'est toujours un équilibre qui est un peu délicat, où trop d'autonomie, les gens ont l'impression en fait qu'ils sont dans leur coin à faire leur truc et tu les as oubliés et tu t'en fous en fait de ce qu'ils font. Tu es là tous les jours derrière leur épaule, et en fait ils ont l'impression d'être un exécutant à la mine de charbon qui fait que suivre des instructions. Et cet équilibre-là n'est pas toujours évident. Évidemment, il évolue au fil du temps avec les gens, mais toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport par exemple à cette personne que tu as recrutée, mais peut-être aussi en contraste avec les personnes avec qui tu travailles depuis longtemps? Là pour le coup on avait vraiment eu de la chance, parce que du coup pareil, dans le process de recrutement j'essaye de sentir un peu les gens, tu sens un petit peu quelle est leur dynamique, s'ils collent à l'équipe, et nous c'est vrai qu'on est vraiment il y a vraiment une bonne entente, toi, on est sérieux, on travaille, tu vois, mais on peut rigoler, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Et du coup là vraiment là c'était vraiment une bonne découverte, et du coup elle s'est intégrée vraiment très très rapidement avec l'équipe. Ça a vite commencé à faire des blagues et tout ça, et donc c'était cool. Donc ça c'était super. Après, pour revenir sur le process d'accompagnement, si tu veux, nous on travaille tous les lundis, on se fait un petit point sur les tâches qu'on prévoit de faire au cours de la semaine. Donc comme ça donne un cadre. Ok, moi je vais bosser sur ça, je vais avancer sur ça, j'aurais besoin que tu m'aides pour X, Y, tu vois. Donc là tout le monde est dans le même chaque appel. membre de l'équipe, ouais,
Enfin, c'est pas un appel, hein, c'est vraiment une liste à puces, hein, sur Slack. D'accord. Et on partage nos tâches, tu vois. Les tâches qui sont prévues. Et donc, comme ça permet de faire un petit peu de bien démarrer la semaine. Donc après, la semaine se passe. S'il y a besoin d'aider, on échange en cas de nécessité. Et tous les vendredis à 14h, débrief. Et on dit, voilà, moi je suis avancé sur ça, j'ai avancé sur ça, j'ai eu un petit souci sur ça, je continuerai la semaine prochaine, etc. Ou alors, moi, ça, du coup, j'ai pas du tout pu le faire parce que j'ai été pris par truc. Et donc, comme ça, on a un historique. Et ça, c'est que sur Slack. Mais à côté de ça, on utilise un outil de gestion de projet qui s'appelle Asana, dans lequel on consigne tout. Et donc, grosso modo, en fait, on prend nos tâches de Asana, puis on les partage à l'équipe, comme ça, tout le monde peut voir dans le flux de discussion, pour voir un petit peu ce sur quoi tout le monde travaille, quoi. Donc, et après, ce que je fais, c'est que tous les trimestres, je fais un appel avec chaque membre de l'équipe pour faire le point, voir ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Après, on peut en faire un appel un petit peu impromptu comme ça, mais et voilà, ça fonctionne bien comme ça. Donc, plus ton seul appel de récurrence, c'est par trimestre. Ouais, par trimestre. Plus après le point annuel, on se fait un petit sommet, on appelle ça le sommet marmite. Donc là, ça a été remis en cause avec le Covid, mais du coup, c'est parti, ça va être reporté à 2021. Mais du coup, là, on se rencontre enfin en vrai, quoi. Quand on avait parlé il y a 2 ans, tu avais des projets de délégation qui étaient des projets plutôt complexes, c'est-à-dire que c'est relativement facile de déléguer des tâches qui sont extrêmement processisées, où tu peux expliquer exactement aux gens quoi faire, et en fait la question de savoir si la tâche est faite oui ou non, c'est un peu un choix binaire. Tu travaillais il y a 2 ans plutôt sur la délégation de 2 choses, qui étaient avoir des gens qui t'aident à créer du contenu pour produire plus de contenu, et également des gens qui t'aidaient à sortir les formations. C'est évidemment quelque chose qui est pertinent pour beaucoup de gens qui ont atteint un certain niveau en termes de création de contenu, de vente de formation, où tu te dis, en fait, j'ai un peu plafonné sur ma productivité personnelle. Comment est-ce que ça s'est passé, ce projet de dire, je veux avoir de plus en plus de gens qui vont m'aider sur la partie créative et du coup sur le cœur de ta proposition de valeur, en fait, qui est ton contenu, qui est tes formations. C'est quelque chose qui est plus difficile à transmettre. Comment est-ce que ça s'est passé sur les 2 ans? Est-ce que tu as rencontré des problématiques particulières ou des difficultés particulières sur ce projet-là? Ouais, on peut commencer par le contenu si tu veux. Ouais. Alors là, c'est vrai qu'on essaie de trouver des rédacteurs pour traiter des sujets WordPress, mais aussi web marketing. Donc là, il y a un panel de gens qui est un peu plus important. Là, par exemple, elle va sortir un article sur les backlinks. Mais c'est vrai que quand c'est vraiment lié à WordPress, c'est pas forcément facile de trouver des gens qui ont une expertise WordPress et qui savent bien écrire aussi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a Thibaut qui travaille vraiment régulièrement avec nous, qui, au fil du temps, il est vraiment très bon rédacteur, mais il a acquis une compétence dans WordPress. Donc au final, là, il fait vraiment de très très bons articles. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais sur une personne comme ça, tu dirais que ça lui a pris combien de temps si lui, il n'était pas à l'origine, ne connaissait pas très bien WordPress, ça lui a pris combien de temps au point où tu te dis il est vraiment ultra opérationnel? Après, Thibaut, c'est un peu une machine de guerre, donc il fait beaucoup de recherches, il arrive bien à se mettre à la place des gens, donc c'est vraiment tout ce que je faisais, tu vois. Donc on a un peu le même profil, je trouve. Et donc tout ce que je faisais, c'est se dire, ok, je fais un tuto sur ce plugin, je le connais pas forcément, je l'installe, je regarde, je me mets à la place d'un débutant. Du coup, j'y suis aussi un petit peu en même temps. Et du coup, j'arrive à retransmettre, j'ai cette sensibilité, cette empathie-là. Et du coup, avec Thibaut, ça ressort bien dans le contenu. Après, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus techniques, qui font quand même de bons articles, qui sont bons techniquement, mais il n'y a pas forcément tout l'aspect storytelling qu'on met dans nos publications et qui est un petit peu notre marque de fabrique. Donc là, il y a Eleonore ou Thibaut aussi qui peut refaire une passe, tu vois, pour rajouter des petits paragraphes, rajouter des choses, rajouter des images pour améliorer la lisibilité. Et au fil du temps, si tu veux, on a constitué un guide du rédacteur qui reprend toutes les bonnes pratiques qu'on met dans nos articles. Puis à chaque fois, on l'enrichit pour améliorer les process, tu vois. Donc à chaque fois, chaque rédacteur vraiment a un fil conducteur sur le process de rédaction d'un article. C'est pas genre, vas-y, rédige un article sur le truc, débrouille-toi, pour moi, 3000 mots. Non, c'est vraiment plus structuré que ça. Si tu veux, je peux t'en parler un petit peu plus. La première étape, c'est de faire un plan.
faire une recherche. Donc nous, en fait, on regarde tout ce qui existe sur un sujet en particulier, en français et en anglais, et puis on essaye de pondre la meilleure ressource par rapport à tout ça, quoi. Donc de faire mieux, pardon, et d'être meilleur. Et donc on fait cette phase de recherche, on propose un plan, après on valide le plan, et après, si le plan est validé, tu passes à la phase de rédaction, et voilà. Donc tout ça, on gère ça sur Google Docs. Et puis après, comme ça, il y a des membres de l'équipe après qui relisent, qui peuvent commenter. Des fois, moi, ça m'arrive aussi de relire, mais plus rarement. Alors j'étais vraiment... alors, je ne saurais pas te dire quand, j'ai pas trop la mémoire des dates, mais il y a un moment, c'était que moi qui relisais. Et donc, c'était assez prenant, parce que on sort un article par semaine, toi, donc ça va vite, tu vois. Et du coup, pareil, j'étais sous l'eau, quoi, parce que j'en avais trop, et donc je me disais, il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un. Donc après, on avait trouvé quelqu'un, puis ça se passait pas super. Donc après, on a retrouvé quelqu'un d'autre, et donc là, ça se passait un peu mieux. Et puis, mais voilà, je viens remettre de temps en temps mon grain de sel pour voir si c'est bien, tu vois, parce que ça, quand même, quand on publie, ça nous engage. Et j'ai pas envie qu'on se fasse bâcher parce qu'un truc est pas terrible. Tout ça parce qu'on a mal relu, mal structuré, etc. Donc voilà. Et donc ouais, je suis arrivé au bout du process là. T'écris encore des articles? Alors ce que j'écris, c'était plutôt quand je parle de la vie du blog, tu vois, quand j'écris l'article anniversaire, tu vois, mais ou alors je reprends des passages, mais après je dis pas forcément que c'est moi qui les ai pris, je laisse le nom de l'auteur, tu vois, en façade, tu vois. Donc après moi je suis plus là en coulisses à orchestrer le tout, tu vois, à donner des retours, à améliorer un petit peu, mais je suis un petit peu moins sur le devant de la scène. Par contre j'y suis encore sur YouTube en vidéo, donc c'est encore ma tête, mais je me dis, pourquoi ça devrait forcément être que lié à moi? Si admettons j'embauche quelqu'un d'autre ou qui pourrait publier des vidéos, alors pas à ma place, mais peut-être qu'on pourrait le faire conjointement, peut-être qu'on pourrait faire des vidéos où on est tous les deux, enfin j'en sais rien, tu vois, et en fait c'est vrai que la marque WP Marmite est assez liée à moi, mais je me dis en fait de plus en plus qu'il faudrait qu'elle soit juste WP Marmite, tu vois. Quand tu vois, je sais pas, des mecs qui lancent des startups ou des plugins WordPress, c'est pas le fondateur qui fait tout, tu vois. Même s'il est en avant sur différentes choses, si tu veux grossir, tu peux pas tout faire, hein. Donc il faut à un moment arriver à déléguer. Et donc je pense que pour le côté anglais, le jour où on se lancera dans la vidéo, ça sera sûrement quelqu'un qui, alors peut-être Cynthia, peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais on va... je vais essayer quand même de me détacher un petit peu de la marmite pour que ça devienne une marque à part entière, et, dont laquelle je serai le fondateur, bien sûr, mais voilà, je ne serai pas forcément toujours en avant sur le site, quoi. Donc voilà pour le contenu et les vidéos. Puis après pour les formations, là aussi c'est compliqué parce que y a aussi toute une pédagogie à avoir. Donc il y a un membre de l'équipe qui m'aide un petit peu à débroussailler le terrain, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de personne qui est capable de prendre ma relève. Donc après j'ai aussi des autres membres de l'équipe qui m'aident notamment à faire tout ce qui est diapo un petit peu, enfin toutes les diapos, les trucs un peu créatifs qu'il y a casés dans la formation. Mais on va dire toute la proposition de valeur de la formation, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui fais le plan, c'est moi qui fais le déroulé, les scripts. Et c'est d'ailleurs ce qui me prend beaucoup de temps aujourd'hui. Faut dire qu'on sort des formations assez ambitieuses. Là, on a sorti une formation sur Elementor. Je sais pas si ça te parle, mais c'est un constructeur de pages qui te permet de faire vraiment des beaux sites sur WordPress, quoi. Ça te permet d'aller beaucoup plus loin que l'éditeur classique, enfin l'éditeur Gutenberg. Et du coup, là, c'est une formation en 3 parties. Les 2 premières parties, ça totalise 155 vidéos pour 16 heures de contenu. Et là, je dois encore faire la partie 3 de la formation. Et là, j'ai passé un mois enfin, pas à procrastiner, mais pareil, avec mes différentes contraintes, j'ai pas pu avancer correctement dessus. Et j'en ai parlé dans mes débriefs là, sur ma chaîne perso, c'est que va falloir, je pense, que je trouve quelqu'un qui m'aide vraiment à m'aider sur l'opérationnel pour les formations, parce que je peux plus suivre, quoi, tout simplement, quoi. Donc qu'est-ce que tu appelles l'opérationnel là-dessus? C'est la création de contenu? Ouais, c'est la rédaction des scripts et pourquoi pas le tournage. Alors pour certaines formations, je pense que je serai toujours en face caméra pour faire le tournage, mais pour des plus petites formations, je pense qu'il y a des personnes qui pourront, cette personne-là pourra se mettre en avant sur la plateforme de formation qu'on a, quoi. Un petit peu comme Ramit Sethi, que tu connais, il a sorti quelques petites formations, alors je sais plus les noms, mais en gros c'est des membres de son équipe qui étaient en avant en train de
enfin qui était vraiment face caméra en train d'expliquer, en train de faire la formation, quoi. Donc je me dis, voilà, c'est pas forcément un critère, enfin le fait que je sois là, c'est pas forcément indispensable. Bon, je pense que c'est bien parce qu'il y a quand même ma patte, mais c'est pas forcément indispensable, quoi. Tu, par rapport à ce que tu espérais en 2016, je sais que c'est difficile de se reprojeter en arrière sur ce qu'on espérait ou comment on voyait les choses, mais j'ai l'impression que ça a été quand même plus dur ce process que ce que tu imaginais à l'époque. Ouais, je pense que c'est toujours plus dur, hein. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on est super optimiste. Ouais, ça va aller, dans un an, j'ai lancé ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc au final, bah, quand tu mets les mains dans le cambouis, c'est jamais pareil. Donc effectivement, surtout que moi j'ai tendance à être trop optimiste. Ma chérie me le reproche souvent. Elle me dit, ouais, je suis réaliste, mais bon, c'est bien d'essayer de voir les choses positivement, tu vois, mais des fois ça me joue des tours, souvent des tours. Donc ouais, c'est vrai que ça a pris plus de temps. Et puis après, je pense que j'y suis peut-être pas forcément allé, comment dire, avec suffisamment enfin, j'étais peut-être pas assez audacieux, tu vois, j'étais peut-être un peu trop timide sur le truc. Je me disais, ouais, je veux y aller, mais au final, voilà, ça implique ça. Tu veux dire sur le fait d'y mettre les moyens? Ouais, c'est ça. Par contraste avec ce que tu as fait du coup sur le côté anglophone, où tu as été à fond. Ouais, mais en fait, même le côté anglophone, j'aurais pu aller à fond plus tôt. Je me suis peut-être dit, ouais, j'ai peut-être pas assez de trésorerie, j'ai peut-être pas assez de rentrée d'argent pour financer tout ça, alors qu'au final, si, tu vois, je me suis un petit peu peut-être menti à moi-même. Puis après, comme j'étais pris dans d'autres choses, tu vois, pareil, j'étais trop occupé, donc j'étais dans l'opérationnel à avancer sur un truc, donc je me dis, voilà, si je m'étais dit, vas-y, je vais commencer à chercher une personne pour le côté anglophone quand j'aurai fini la formation que j'étais en train de faire, mais ça prenait trop de temps. Je me suis dit, sinon en 2024, j'y suis encore. Donc voilà, embauche quelqu'un, ça va te prendre un petit peu de temps, ça va te mordre un petit peu dans ce que tu es en train de faire côté marmite, mais d'un autre côté, une fois que la personne elle est formée et qu'elle est opérationnelle, et c'est bon, ça va, une graine est plantée, ça va pouvoir se développer, et moi je me remets là-dessus. Et du coup, comme je te disais, je pense qu'il va falloir que je trouve une personne supplémentaire pour nous aider encore. Sur ce côté anglophone, j'ai l'impression du coup que c'est vraiment cette extension de cette philosophie dont on avait parlé en 2018 qui était de construire un monstre, parce qu'aujourd'hui tu continues à grossir sur le marché français. Et moi, quand les gens viennent me voir en me disant mais pourquoi tu fais pas Marketing Mania en anglais, je leur dis toujours je le ferai quand j'aurai plafonné en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partir de zéro sur un nouveau marché a peu de sens tant que je continue à avoir un effet de levier énorme sur mon business actuel. Donc je suis curieux de savoir. Mais d'un autre côté, il y a évidemment le contre-argument qui est de se dire, si tu sais qu'un jour, tu vas vouloir le faire en anglais, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Parce qu'on sait bien sûr que sur ce type de business, il y a un effet de boule de neige qui fait que le meilleur moment pour avoir commencé, c'était il y a 5 ans ou il y a 2 ans. Ou, plus tôt tu commenceras, plus tu auras passé les 2 premières années, on va dire, de galère. 2 à 3 premières années. Donc il y a vraiment aussi le contre-argument qui est de dire, de toute manière, si tu as une grosse vision, tu as besoin d'attendre que le moment se présente, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Et ça, c'est vrai que c'est un argument qui est aussi, d'un autre côté, assez convaincant. Et je pense que le trade-off ici va vraiment être dans quelle mesure est-ce que tu peux le faire en investissant plus d'argent que de temps. Alors, et je pense que la manière dont toi, tu l'as abordé en ayant une personne à plein temps est très bonne, parce que si tu te mets à te dire, OK, il faut que je passe 20% de mon temps sur le côté anglophone et le reste de mon temps sur le côté francophone, par exemple, tout d'un coup, tu t'as réduit de 20% le temps que tu passes sur ton business principal. Et donc, le manque à gagner, potentiellement, peut être énorme en fait, en termes de croissance qui se multiplie sur les années. Alors que si tu arrives à le faire juste en investissant de l'argent, la question c'est cet argent est probablement mieux investi dans ton propre business ou que ce soit que tu l'aurais mis par ailleurs. Donc, et là, tout d'un coup, ça devient assez intéressant de dire, OK, est-ce que je peux faire levier là-dessus? Le point, moi, je suis peut-être plus circonspect que toi. C'est sur la capacité à mettre une autre personne qui va être le visage de ton business. Ou moi, j'ai l'impression, les gens me disent pourquoi tu ne recrutes pas quelqu'un pour faire des vidéos sur ta chaîne? C'est peut-être un effet d'ego de ma part, mais je me dis si quelqu'un faisait des vidéos sur ma chaîne, ça ne marcherait pas. Parce que si une personne est capable de faire des vidéos comme je fais, il le ferait sur sa propre chaîne et il ne viendrait pas chez moi. Donc il y a un effet où je me dis, il y a une mesure où je ne pourrais jamais m'en sortir à 100% et où tu seras toujours le visage du truc. En revanche, là où moi j'ai fait pas mal de progrès, si en ayant des gens qui vont m'aider sur le backstage avant d'être à un moment. Donc, par exemple, le podcast, c'est l'endroit où j'ai le meilleur process. C'est-à-dire que le podcast, on va préparer les interviews, quelqu'un s'en occupe. On va te contacter, quelqu'un s'en occupe.
On va caler un rendez-vous avec toi, quelqu'un s'en occupe. Moi, je suis là. Aujourd'hui, je prends ma demi-journée en gros pour te parler. Donc, je vais commencer par lire toutes les recherches qu'on m'a faites. Je vais être sur le podcast avec toi et après, je vais faire une intro. Et après ça, il va y avoir tout un montage, un découpage, etc. Et là-dessus, j'ai beaucoup progressé. Donc, tu vois, comment faire levier sur un petit temps. En gros, sur, on va dire, 3 heures que je vais passer sur enregistrer ce podcast en comptant l'intro, la préparation, etc. Faire levier pour créer tout ce contenu. Mais d'un autre côté, je me dis, je ne pense pas arriver à un stade où quelqu'un d'autre va enregistrer le podcast à ma place parce que je n'ai pas l'impression que l'audience en fait suivrait si quelqu'un d'autre le faisait. Et peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je pense qu'il y a un effet où tu deviens meilleur avec le temps et tu ne veux pas recruter quelqu'un. En fait, il faudrait trouver quelqu'un, c'est une perle rare, c'est un truc impossible. Quelqu'un qui est déjà ultra compétent dans ce qu'il fait, que tu peux faire venir chez toi. Mais s'il était déjà ultra compétent parce qu'il a pratiqué pendant des années sur son truc, il faudrait quasiment racheter, tu vois. Il faudrait que je rachète des youtubeurs. Il faudrait que j'achète des petits youtubeurs, tu vois, quand ils commencent à percer, je les rachète et du coup, ils viennent chez moi et ils font des vidéos. Comme ça, ils ont déjà fait ils ont déjà cassé tous les vases chez eux sur leur petite chaîne ou sur leur petit podcast. Ouais. Mais tu vois, du coup, je suis dans la problématique similaire, tu vois. Mais je pense à un mec comme Tony Robbins. Et je me dis, Tony Robbins, c'est un mec, ses boîtes font 1 milliard. Et il est encore sur scène à présenter son truc, tu vois. Parce que les gens n'ont pas envie de voir le coach, le numéro 2 de Tony Robbins. Et il y a un côté où tu peux atteindre une certaine échelle. Mais pour moi, la solution, et là, c'est effectivement, on est dans des réflexions assez pointues sur ce domaine. Mais je pense qu'on partage tous les deux, en fait, une trajectoire qui est similaire. Et donc, du coup, je me dis, la solution, c'est de trouver des gens qui vont pouvoir t'aider pour maximiser en fait ton temps passé. Même si toi, tu ne pourras jamais te sortir d'être le visage du truc, ça fait quand même une énorme différence de passer des heures et des heures chaque semaine à préparer des podcasts et autres et de tout d'un coup ne plus besoin d'avoir de le faire. Et là, pour le coup, moi, j'ai aucune valeur ajoutée sur les recherches de podcasts du tout. Tu vois, c'est juste, ça ne fait pas de différence pour l'audience finale. Donc du coup, c'est là-dessus que je travaille. Par exemple, en ayant des gens qui vont pouvoir m'aider à préparer les vidéos, ce que j'ai déjà commencé à faire sur ma chaîne principale, mais je vais le faire encore plus sur la chaîne secondaire pour aller plus loin. Mais tu vois, ça peut économiser. Moi, mes vidéos, parfois, c'est de la folie absolue, mais donc du coup, ça peut économiser 15 heures de recherche. Tu vois. Parfois, c'est juste... c'est pas sur tous les sujets, mais il y a des sujets qui sont juste absolument délirants. Et là-dessus, j'ai fait pas mal de progrès. Mais voilà, même ça a quand même un plafond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu dois apparaître sur tout, c'est quand même un plafond qui se trouve. Mais en fait, je suis sceptique en fait, de le faire autrement. J'ai l'impression que les gens, si je ne suis pas là, ils sont pas... cet attachement en fait, qu'ils ont avec la marque, c'est pas vraiment le nom Marketing Mania, tu vois. Fondamentalement, même si j'appelle ça Marketing Mania, fondamentalement, c'est Stan Leloup qui vient de voir. Ce qui ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est un paramètre stratégique, tu vois. En termes c'est vrai que dans ton cas, dans ton cas, c'est vraiment marqué parce que tes vidéos, elles sont très construites. C'est ton analyse, en fait, en quelque sorte, qui ressort. Tandis que je pense que dans mon cas, quand tu fais des tutos, tu vois, c'est moins marqué. Ils viennent pas pour moi, ils viennent pour régler leurs problèmes parce qu'ils ont un truc sur leur site à faire, tu vois. Donc, dans ce cas-là, après, si je faisais un petit peu du divertissement, tu vois... peut-être que je sais pas. Il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais pareil, là, pour l'instant, on n'a pas trop le temps de mettre ça en place. Mais ça serait genre des analyses. Enfin, je fais des analyses de site, mais tu vois, avec une deuxième personne, où c'est que tu passes vraiment peut-être 1 heure en live à analyser un truc, à dire voilà, même à délirer un petit peu, à rigoler. Et tu vois, là, je pense que ça serait plus marqué. Ça marquerait plus moi. Après, en français, les gens ont l'habitude de me voir. Mais si on démarre en anglais avec une autre personne, je pense pas que s'il a la veste marmite, tu vois, je pense pas que ça posera problème, quoi. Parce que là, on est dans de la compétence plus technique, donc je pense pas que ça pose trop souci, tu vois. Mais c'est peut-être pour ça du coup que c'est plus difficile pour toi d'avoir de l'aide sur les formations plutôt que sur le contenu sur le blog. Ouais, bah après c'est vrai que c'est plus pointu, hein, et donc une personne qui pourrait très bien se dire ouais bah je pourrais faire ma propre formation, mais après est-ce que tu as l'audience pour la distribuer, ça c'est autre chose, quoi. Donc mais je veux dire que tu as eu plus de facilité peut-être à écrire tes articles, à déléguer pour tes articles, qu'à déléguer fondamentalement pour tes formations, où tu es encore énormément aujourd'hui dans le fait de pusher ce contenu. Et peut-être que c'est aussi cet effet de point de vue et de qui est-ce que les gens viennent voir et de à quel niveau est-ce que c'est complexe de synthétiser tout ça. Et que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça, peut-être qui peuvent les faire, les formations que tu fais. Ouais, bah après,
Je pense que si on arrive à trouver une personne qui... Alors peut-être, enfin, cette personne-là ne ferait pas les grosses formations tout de suite, tu vois. Peut-être que si j'embauche une personne, on commencera ensemble à faire une petite formation pour qu'elle découvre un petit peu comment ça se passe. Pendant la période d'essai, hein, typiquement, pendant les 2 premiers mois, ça permet de prendre la température, de voir comment ça se passe, quels sont les process, qu'est-ce que j'attends exactement en termes de qualité, en termes de pédagogie. Et donc, ça lui permettrait de voir. Bon, je pense qu'après, le process aussi de recrutement la mettrait bien dans le bain. Mais après, je pense que cette personne-là ne fera pas que de la formation. Ça pourrait peut-être être des vidéos, peut-être aussi des articles, si elle aime bien écrire. Je pense que j'aurais besoin d'un alter ego qui puisse aussi m'aider à prendre le relais parce que je m'essouffle un peu, quoi. Et ça, c'est aussi une personne en full-time en CDI? Ouais, je pense que on s'orientera vers ça. Ouais. Ça marche. Parce que du coup... comme je te disais un petit peu avant le podcast, il y a l'opérationnel et puis il y a le management, et le management prend beaucoup de place, et puis tu as toujours des imprévus à gérer, et puis tu te retrouves au milieu de l'après-midi et puis tu n'as toujours pas avancé sur ce que tu devais faire, tu vois. Donc ça, c'est vraiment ma problématique du moment, quoi. Un rôle clé sur lequel moi je voudrais recruter, disons là je suis en train de recruter je viens de recruter 3 nouvelles personnes, donc je vais pas le faire tout de suite, mais probablement d'ici 6 mois, probablement pas recruter, mais en fait promouvoir une personne en interne sur un rôle en fait de CEO, donc une personne qui va s'occuper de manager tous les mondes et de faire la gestion de projet, de synchroniser tout, parce que plus je vais avoir de gens, et là cette personne ça commence à faire un poil trop pour que moi je sois capable de coordonner tout le monde. Dire techniquement c'est pas impossible, mais le problème c'est que ça a commencé à empiéter sur d'autres trucs que j'ai besoin de faire, et fondamentalement je suis pas forcément le meilleur manager, tu vois, je suis un meilleur YouTuber que manager. Donc je pense que plutôt que de laisser le temps de management empiéter, parce que quand j'aurai 20 personnes dans l'équipe à un certain point, c'est du full time, quoi. Quand tu gères une boîte de 20 ou 30 personnes, tu gères. Donc le problème c'est que si on fait ça, on perd en fait ce qui fait driver la boîte, c'est-à-dire la création de contenu, et c'est le temps que moi j'ai passé à la création de contenu. Très honnêtement, moi j'ai envie de conserver ce temps, et donc je pense que c'est un recrutement ou c'est une promotion pour une personne en interne dans ton équipe un peu contre-intuitive, mais une personne en fait pour prendre quasiment ce rôle d'opérationnel, ce que moi j'appelle opérationnel, donc toi c'est différent de ce que tu appelles opérationnel, mais ce que j'appelle en gros tout le management et la coordination et la gestion de projet, quitte à toi-même en fait descendre d'un cran quasiment dans l'organigramme. Pas tout à fait, parce que tu restes un peu le mec qui chapeaute sur la vision, mais dans l'opérationnel, tu restes dans l'orga. Je suis plus aussi dans la vision. Après, moi, à la base, je suis pas un gars qui est très organisé, tu vois. Donc ça, j'ai déjà remarqué cette problématique, et c'est pour ça qu'il y a déjà quelqu'un dans l'équipe qui gère la gestion de projet en fait, avec Asana, et parce que moi, je vois les tâches, et du coup, elle excelle dans ça. Donc, elle arrive à se dire, ok, ça, on va planifier, on va mettre ça dans un mois parce que tu as pris du retard sur ça. Telle personne, on va la mettre sur ça. Et du coup, elle gère assez bien ça. Mais du coup, moi, en fait, je suis là, quand je te parle de management, c'est plus pour donner les retours un peu en mode consultant WordPress, tu vois, parce que c'est moi qui ai l'expertise aussi WordPress dans la boîte, et donc qui vient donner des retours, qui vient donner des petits ajustements. Là, on bosse avec ActiveCampaign, un outil d'emailing. On a refait une refonte un peu de tous nos tags parce que c'était un bordel monstre là-dedans. Et donc, pareil, il y a besoin de faire des échanges pour optimiser tel truc et tel truc. Et du coup, c'est comme ça un petit peu que je suis pris. Je suis pas vraiment management à dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. On fait plus c'est Eleonore qui gère un petit peu tout ça. On fait ça conjointement parce qu'on se fait aussi un point hebdo toutes les semaines pour redéfinir un petit peu ce qu'on fait tout le temps, quoi. Et puis avec un petit peu ta méthode des 90 jours, on fait le point toutes les semaines, tous les mois et tous les trimestres, pour se donner un petit peu une vision, quoi. Et donc voilà, j'ai bien avancé de ce côté-là, côté management, mais j'interviens toujours pour des petits ajustements, quoi. C'est comme dit Gary Vee, toi, tu es le CEO, c'est la dernière ligne de défense. Toi, tu es le goal, tu vois. Donc, tu es là pour rattraper un petit peu tous les trucs de partout, éteindre des feux quand il y en a, tu vois. Donc, c'est un petit peu mon rôle, quoi, actuellement. Ça marche. Au niveau de la question, vas-y. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est du fait de prendre genre 20% de ton temps pour faire un truc, tu vois. Moi, j'arrive vraiment pas à bosser comme ça, à me dire, ouais, je vais mettre un jour par semaine, je vais faire ci. Je suis plus vraiment au feeling, tu vois. J'arrive pas vraiment à bosser, à me discipliner pour bosser vraiment, me dire, ok, de telle heure à telle heure, tu fais ça, en mode vraiment très...
comment dire, je trouve pas trop le terme, mais c'est pas discipliné, mais c'est vraiment tout mettre dans son calendrier. Ouais, je suis pas capable. Parce qu'en fait, il y a toujours un truc qui vient qui vient me mettre des bâtons dans les roues et du coup, ça, à chaque fois, je déraille, tu vois. Non, je travaille uniquement comme ça. J'ai complètement switché il y a environ 3 mois. En fait, j'ai vraiment switché là ce trimestre et je travaille plus que comme ça sur un calendrier, etc. Parce que, en fait, avec le nombre de projets que j'avais, c'était impossible de tout faire dans la semaine, sauf si je savais exactement dans quel créneau et dans quelle tranche mettre les choses. Et donc, du coup, je l'ai switché là-dessus. Et c'est assez bien parce que ça te donne une vision concrètement de ce que tu as. C'est-à-dire que si tu réfléchis en demi-journée, chaque semaine, tu as X demi-journées. Mettons, tu en as 6 si tu travailles 6 jours. Enfin, 12 si tu travailles 6 jours, tu vois. Mais du coup, tu as un nombre. Donc, tu es obligé de penser de manière assez structurée. C'est pas, tiens, je vais faire un projet, je trouverai toujours le temps de le mettre, il se mettra bien quelque part, tu vois. C'est genre, à quel moment est-ce que j'ai 2 heures par semaine pour faire ce projet ? Et ça te force à penser de manière assez disciplinée à ça. Moi, c'est un switch que j'ai fait vraiment très récemment. Mais en fait, c'est juste... en fait, j'ai rajouté un projet de plus à ma semaine. Et en fait, avec un projet de plus, j'avais l'impression que j'arrivais plus à jongler. Tu vois, c'est un peu comme tu as un niveau tu peux jongler peut-être 2 balles ou 3 balles en même temps. On t'en rajoute une, d'un coup, le truc entier s'écroule. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé cette année. Donc, du coup, j'ai pas mal changé ça. Et pour le coup, c'est assez intéressant. En fait, finalement, tu vois, ça ne crée pas des heures, ça ne te crée pas du temps en plus. Ce que ça te crée, c'est la capacité du focus, quoi. Et à te projeter aussi, de savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux faire. Quand quelqu'un me dit, tiens Stan, tu peux faire ça, je sais si je peux le faire. Et si je peux le faire, je sais quel jour je peux le faire. Je peux le faire mardi. Ah, si c'est pas mardi, c'est pas fait, tu vois, c'est pas possible. On n'a pas de créneau. Et pareil, tu vois, moi j'ai mon podcast, j'ai mes appels, etc. Tout est un petit peu comme ça. Donc après, une fois que tu as mis en place ce système, là, je travaille. Ça fait environ 3 mois que je suis dessus, donc tout n'est pas parfait. Donc, tu vois, je continue à l'itérer. Par exemple, j'ai été trop généreux sur les plages dédiées aux emails et aux trucs chiants. Truc chiant, c'est le mardi après-midi, je fais ça et ça me saoule. Tu vois, j'ai une demi-journée vraiment répondre à des emails, des trucs, enfin tous les trucs que je fais pas ailleurs. Tu vois, un truc fourre-tout. Et je me dis une demi-journée, c'est trop. Tu vois, je perds trop de mon temps dedans. Donc, du coup, tu l'optimises. Tu fais, ok, est-ce que je peux en faire 2 heures et lequel autre part? Ou est-ce que je peux faire 1 heure tu vois, de temps en temps que je cale 2-3 par semaine, etc. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là de pouvoir... si tu as plusieurs projets, en fait. Moi, je déteste avoir plusieurs projets en parallèle. Ça a toujours été ma hantise et j'ai toujours détesté avoir ça. Mais le problème, c'est qu'à un certain point, tu es forcé d'avoir à la fois différents contenus qui sont là, des formations qui sont en préparation. Tu vois, au départ, moi, quand je faisais une formation, je faisais rien d'autre. Pendant 3 mois, je faisais ma formation. La formation sortait, j'étais content. Et ensuite, j'allais faire des vidéos pendant 6 mois. Tu vois. Mais du coup, c'était vraiment... ça démarre, ça s'arrête, tu vas faire autre chose. Même le podcast, il était comme ça. Il y a des grands trous dans mon calendrier de podcast et tu reviens dans le temps. Parce qu'il y a des moments où je faisais juste autre chose. Quand j'ai fait mon livre, en 2019... je fais mon livre, c'est tout. Tu vois, enfin, pendant les mois où je travaillais sur le livre, c'était tout. Et je faisais rien d'autre en parallèle parce que je trouvais ça ingérable de combiner les deux. Et le problème, c'est qu'effectivement, plus tu construis un monde, plus tu as d'opérations, plus tu as de projets, plus tu as de gens qui font des choses, plus tu commences à te dire, ok, bah, en fait, je vais avoir du mal à pouvoir monotasquer. Et c'est un choix, tu vois, c'est un choix de vie. Moi, je dirais que ça a légèrement dégradé ma productivité, tu vois, parce qu'avant, j'écrivais une vidéo, je pouvais être sur ma vidéo jusqu'à je commençais le matin et je pouvais jusqu'à 15h, 16h, tu vois, sans m'arrêter sur la vidéo. Mais maintenant, je me dis, non, il faut que je m'arrête à telle heure parce qu'après, il faut que je passe sur tel truc, tu vois. Donc ça a légèrement dégradé ça. Mais par contre, ça m'a permis de plus juste être un mec qui fait des vidéos tout seul dans mon coin, même si c'était pas ça que j'étais avant. J'avais quand même des gens qui travaillaient avec moi, mais fondamentalement, ils savaient qu'il y avait des semaines où quand je travaillais sur une vidéo, tu me demandais rien parce que de toute manière, j'allais pas le faire. Donc, tu vois, ça m'a permis. Et à un moment donné, ta boîte, tu peux pas la construire non plus comme ça pour toujours. C'est ça, mais c'est ce qui s'est passé aussi quand j'ai conçu les premières parties de cette formation Elementor, c'est que j'étais en mode sous-marin et je mets le petit truc sous-marin sur Slack et voilà, vous me parlez pas, tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut quand même aider les autres aussi à avancer sur ce qu'ils font, donc je peux pas rester dans ma tour d'ivoire en train d'écrire ou en train de tourner, tu vois. Donc c'est assez compliqué, donc peut-être qu'il va falloir que je me dirige un peu là-dessus, je sais pas, mais après il y a aussi le côté, on va dire...
je sens que si je me contrains trop, tu vois, je vais pas apprécier bosser, Ouais. tu vois, je vais me mettre un petit peu dans une cage donc voilà, faut que j'arrive à trouver un équilibre, quelque chose qui me puisse Ouais. m'aider à m'épanouir et sans non plus que ça impacte ma vie perso parce que c'est voilà, qu'un enfant et tout, c'est aussi compliqué. Enfin, mon bureau il est à la maison, toi, je suis pas dans un bureau ailleurs, donc des fois c'est pas forcément évident, tu sais, de te concentrer, t'entends hurler, tu sais pas ce qui se passe, tu te dis qu'est-ce qu'il a fait, il s'est pris un truc, il s'est croûté et tout, donc c'est pas évident à gérer quoi. Mais après, peut-être qu'il faudrait que je prenne des décisions plus audacieuses, dire voilà, et fuck, 2 jours par semaine, je vais m'enfermer dans tel bureau à 5 bornes de là, et puis de 8h à 17h30, voilà, vous comptez pas sur moi, tu vois. Je sais pas, donc on va voir, là c'est la rentrée, on va voir ce que ça va donner d'ici quelques semaines, quoi. Je voudrais parler avant de terminer un peu de ta stratégie de contenu parce que tu parles d'avoir beaucoup de choses à faire, mais j'ai aussi remarqué que tu as du contenu séparé sur plusieurs canaux. Bon, tu as le blog WP Marmite, mais on a vu que ce n'était pas trop toi qui l'écrivais. Mais du coup, tu crées aussi une chaîne YouTube pour WP Marmite et tu as aussi une chaîne YouTube perso à ton propre nom. Ouais. Parle-moi un peu de cette stratégie, notamment on comprend assez bien à quoi sert la chaîne WP Marmite qui fait aussi du contenu sur WordPress. Parle-moi un peu du contenu de cette chaîne perso et pourquoi est-ce que tu t'es rajouté cet élément-là en plus et qu'est-ce que toi, tu cherches à en tirer? Bah, si tu veux, à la base, là, je l'ai conçu vraiment enfin, pas me mettre en avant moi, mais pour si me développer tout simplement. Plus mon nom enfin, Alex Borto, j'ai un peu raccourci mon nom parce que c'est plus simple à retenir, tu vois. Mais pour vraiment me créer enfin, faire en sorte que mon nom devienne une marque et me développer, me gagner en influence, tu vois. Pour, voilà, je sais pas ce de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que WP Marmite, bon, pour l'instant, c'est pas du tout ce que j'envisage, mais si quelqu'un un jour décide de me le racheter, j'en sais rien, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et donc, j'ai envie de me construire quelque chose qui soit vraiment lié à moi. Et du coup, partager un petit peu mon aventure entrepreneuriale donc avec mes débriefs que je fais tous les mois. Et puis, j'essaie de partager des vidéos un petit peu aussi qui soient un petit peu plus opérationnelles en mode, voilà, je te partage mes process, je te partage un bouquin que j'aurais pu lire. Enfin, vraiment un petit peu, vraiment partager un petit peu mon parcours comme ça au fur et à mesure. J'ai partagé par exemple mon process de recrutement. Donc, si quelqu'un commence à songer à ça, ça pourra peut-être lui donner des pistes pour recruter. Et donc voilà, je partage un petit peu ça comme ça. Alors je le fais vraiment, c'est en mode side project, hein, je fais vraiment juste comment dire, mes débriefs tous les mois, des vidéos de temps en temps, donc là j'essaye d'en sortir 2 par mois. Et j'ai aussi lancé une série de vidéos qui s'appelle Entrepreneur Inspirant. Et là, c'est des portraits un petit peu plus travaillés de certains entrepreneurs. Alors, je ne vais pas faire encore Elon Musk et Jeff Bezos comme tout le monde le fait dès qu'il lance sa chaîne YouTube, mais je fais un petit peu des entrepreneurs un petit peu moins connus, mais qui ont quand même fait des grosses boîtes. Et par exemple, on a fait James Dyson, on a fait aussi Ray Kroc de McDonald's, tu vois. Et du coup, voilà, j'essaye pareil, je plante des graines, on voit ce que ça donne. Au début. Mon objectif c'était de sortir une vidéo par mois, enfin un portrait par mois, mais je pense que encore une fois j'ai été trop optimiste. Mais du coup là, voilà, on va commencer à bosser quand même assez longtemps en termes de recherche, en termes d'écriture. Et du coup, c'est pas. Alors, du coup, comme toi, il y a un process, hein, c'est une autre personne qui fait les recherches, qui fait le script. Après, moi, je l'adapte parce qu'il faut que ça colle à mon style, tu vois, ma façon de parler et tout ça. Mais du coup, après, voilà, il y a un montage qui est un petit peu plus technique qu'un tuto WordPress, tu vois, où on cale des choses, on essaye que ça soit vraiment plus qualitatif. Et puis en même temps, moi, en plus de tout ça, ça m'aide à gagner en aisance oratoire, tu vois, à m'apprendre à bien parler devant la caméra. Et donc, je pense que c'est une bonne compétence à développer aussi, tu vois. Parce que c'est pas un truc avec lequel je suis forcément à l'aise à la base. Et du coup, voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça, quoi, un side project qui m'aide à développer ma marque, essayer de publier du contenu intéressant qui aide les entrepreneurs, et puis documenter mon parcours, quoi. Alex, il y a 3 questions de la fin que je pose à tout le monde, mais comme je te les ai déjà posées, on va pas se les refaire. Donc du coup, je voudrais te poser une autre question qui est, si on se reparle dans 2 ans sur le podcast, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir accompli? Alors je sais pas si je pourrais te donner un montant, enfin un chiffre en termes de trafic, mais en tout cas que la version anglophone ait décollé, quoi. Qu'on soit devenu vraiment un acteur, je vais pas te dire dans le top 10, ou enfin il y en a. Ouais, si, allez, on va dire le top 10.
Le top 3, ça serait un peu trop ambitieux, tu vois, parce qu'il y a vraiment des gros acteurs en anglais, tu vois, mais dans le top 10, ça serait bien arriver à devenir vraiment une marque établie, avoir une confiance des utilisateurs anglophones de WordPress, ça serait vraiment cool, ça. Ça donc si tu comparais ça, c'est plus gros que ce que tu as aujourd'hui en France, c'est équivalent, c'est un peu plus petit? Allez, 2 ans, parce que là du coup je me dis en 1 an, ça serait bien si on arrive à être viable, enfin du coup à avoir des revenus d'affiliation qui financent le CDI de Cynthia. Donc en 2 ans. Après le truc c'est que c'est, comme tu dis, c'est un effet boule de neige, donc c'est dur de se dire est-ce que la boule de neige aura grossi, est-ce qu'on aura peut-être atteint l'équivalent français, est-ce qu'on aura doublé, j'en sais rien, tu vois. Donc, parce qu'aujourd'hui sur la France, pour donner un ordre d'idée en termes de trafic, c'est environ 100 000 visites par mois. Ouais, alors là, ça a baissé parce que ça a baissé pendant l'été, mais ouais, on va tourner entre 80 000 et 110 000, 120 000, quoi. Ça oscille un petit peu. Et aujourd'hui, sur le côté anglophone, j'ai regardé, tu es environ à 6% de ça, quoi, 6-7%, donc c'est... Ouais, on est vraiment... ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, effectivement... Donc je pense que si on arrive à égalité, ça serait déjà bien. Si tu peux faire égalité, c'est un joli fois 13 sur ce chiffre-là. Okay. Sachant que le marché anglophone, je me dis qu'il est bien 10 fois plus gros que le français, quoi. Donc il y a moyen. Si tu as 100 000 visites sur le marché anglophone, il y a beaucoup plus de potentiel de croissance que 100 000 visites sur le marché français. Exactement, ouais. Parce que nous, on est déjà positionné sur pas mal de requêtes. Bon, il y en a d'autres encore à creuser, hein, bien sûr, mais il y a toujours des idées d'articles. On a une liste longue comme le bras d'articles à rédiger, mais je pense que voilà, en les traduisant en anglais, si on arrive à bien se positionner, il y a moyen que ça fasse qu'on arrive à devenir beaucoup plus gros, quoi. Ce qui permettra de lancer d'autres projets derrière. J'ai plein d'idées aussi, mais j'essaye de me freiner pour pas les faire tout de suite parce qu'il y a déjà des choses à faire, des choses à terminer, quoi. Écoute, moi je vais suivre ça avec attention parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et je suis intéressé de voir les gens qui réussissent ou ne réussissent pas leur transition vers les marchés internationaux. Et souvent, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie différence d'implication entre les gens qui font je vais juste payer quelqu'un pour traduire et ça va marcher tout seul, et les gens qui vont se dire ok, ça va être un truc qui va être à terme beaucoup plus gros que mon business en France, donc je vais mettre les moyens. Toi, tu es clairement dans la deuxième catégorie. En fait, c'est comme les gens qui se disent je vais repomper du contenu pour le ressortir sur mon blog. C'est pas sérieux, quoi. Il faut vraiment prendre les gens qui vont lire ton contenu pour des humains, quoi, tout simplement. C'est pas juste des chiffres sur ton écran, sur ton analytics, tu vois. S'ils lisent ton truc et qu'ils se rendent compte que c'est pourri, ils reviendront pas et puis ils se rappelleront plus de toi. Tandis que si tu fais un article qui les aide vraiment, la petite marmite en haut à gauche du site, ils vont s'en souvenir et ils vont en parler, ils vont peut-être faire des liens, tu vois. C'est un cercle vertueux à créer, tu vois. Donc là, on charbonne pour alimenter la machine et puis au bout d'un moment, ça devrait porter ses fruits, quoi. C'est comme ça que je le vois. Je vois vraiment l'utilisateur au centre et ça me semble vraiment très très important. Du coup, Alex, rendez-vous dans 2 ans, on en reparle. 2022. Ouais. On voit où on en est. On fait comme ça. Anglophone. Ça marche. Salut Alex, merci de ton passage. Yes. Salut Stan, ciao. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-moi un petit commentaire sur iTunes ou sur YouTube où vous voulez pour me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit like ou une évaluation 5 étoiles sur iTunes. Celles-là, elles sont vraiment importantes pour la suite du podcast. Plus largement, si vous avez aimé ce type de sujet et que vous voudrez développer le type de business que fait Alex, c'est-à-dire créer du contenu, développer un blog et ensuite développer votre relation avec les gens, capturer leur email, leur vendre des produits, etc. J'ai une formation gratuite de 7 jours qui s'appelle Construire une audience qui achète, qui se trouve sur marketingmania.fr/audience, qui vous apprend comment est-ce que vous pourriez définir le type d'idée de business, de contenu qui peut marcher. Parce que là, il y a une formule très spécifique pour trouver une idée de business qui a des chances de marcher. C'est facile de créer du contenu. C'est pas si facile que ça de vendre derrière. Donc, comment est-ce que vous pouvez vendre? Comment est-ce que vous pouvez attirer les bonnes personnes? Quel type de contenu créer? C'est sur le guide pour construire une audience qui achète, marketingmania.fr/audience. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de mon appel à l'action. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.